Voilà, mais je vais commencer par la première question. À quel titre réalisez-vous cet entretien? Donc moi je suis chercheur, je suis en fait sociologue de formation. Je suis chercheur ici au GIRCEF, qui est le groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation. Et moi je m'occupe davantage d'éducation, je travaille surtout sur les questions d'enseignement obligatoire, sur les questions d'inégalité, de ségrégation, de concurrence entre écoles, d'encadrement différencié. Et puis plus récemment sur le positionnement de l'école par rapport à la société. Donc voilà, je crois qu'avec ça, on peut dire un peu où je me situe. Et donc j'ai oublié de dire que le GIRCEF faisait partie de l'Université catholique de Louvain. Alors j'ai choisi comme deuxième question la question sur un document qui permet de bien connaître ma position par rapport à l'école. Et j'ai choisi donc l'essai que j'ai réalisé, écrit il y a pas longtemps, une toute autre école. Euh, alors qui est emblématique surtout de ce que j'ai produit dernièrement, parce qu'en fait effectivement depuis je dirais un an et demi, il y a un peu un changement de direction dans ma recherche, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai surtout travaillé sur des recherches concernant les inégalités, les ségrégations, les concurrences entre écoles, etc. Donc, des recherches en partie empiriques, des recherches aussi qui débouchaient sur des propositions de nature, je vais dire, réformiste. Ici, à l'occasion d'un colloque organisé par le GIRCEF, on a essayé de poser de nouvelles questions, de se dire que la société changeait de manière fondamentale et que sans doute cela aurait un impact sur l'école. Donc c'était un peu analyser les rapports de l'école dans la société et puis aussi l'évolution de l'école au fil de l'histoire. Et donc, pour dire en gros de ce qu'il y a dans cet essai, c'est en gros divisé en trois chapitres. Le premier chapitre essaye de dire de manière assez succincte quels sont les changements fondamentaux qui caractérisent l'époque actuelle, puisque mon hypothèse est qu'on passe de l'époque moderne à une époque dont on n'a pas encore vraiment établi le nom, mais qui fondamentalement change un certain nombre de paramètres de la société et donc remettent en question euh, la survie d'une institution, l'institution scolaire, qui a été caractéristique de la modernité. Et donc dans le deuxième chapitre, j'analyse donc différents scénarios pour l'école en me demandant justement en quoi ces changements historiques vont pouvoir avoir des effets sur l'école. Et je dégage trois scénarios. Un scénario qui est plutôt celui qui m'apparaît le plus probable, c'est-à-dire l'éclatement de l'institution scolaire, sa fragmentation, puisque de plus en plus il y a, si vous voulez, une différenciation de l'école en termes de ségrégation, en termes de projets, en termes aussi de nouveaux acteurs, offreurs éducatifs extrascolaires, mais qui empiètent sur le domaine de l'éducation. À côté de ce scénario qui me paraît le plus probable, il y a un scénario auquel je ne crois guère, et que j'ai d'ailleurs appelé l'acharnement thérapeutique, dans lequel donc on conserverait en quelque sorte l'institution scolaire en ravalant sa façade, mais en ne modifiant pas certains de ces aspects fondamentaux qui ont été mis en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le courant de la modernité. Et puis, il y a un troisième scénario, assez peu probable, mais dans lequel je m'investis, qui est l'idée d'une toute autre école, c'est-à-dire l'idée qu'on maintient une institution scolaire, donc c'est-à-dire une école commune à l'ensemble d'une génération, d'une société donnée, mais avec d'autres caractéristiques que l'école actuelle. Et puis justement dans le troisième chapitre de l'ouvrage, j'essaye de décrire un peu, d'établir une esquisse de cette toute autre école, sans entrer énormément dans les détails, sans aussi penser que c'est la seule et unique manière de faire. Mais en gros, une des idées maîtresses de cet ouvrage, c'est de dire que plutôt que de partir d'un socle commun jusqu'à 14, 15 ou 16 ans, et puis après des filières et des parcours différenciés, mais plutôt imaginer la cohabitation en parallèle dès le début du primaire et jusqu'à la fin
du secondaire et même au-delà, d'un cursus commun de plus en plus réduit au fil des années et d'un cursus individualisé. Voilà, je crois que comme ça j'ai dit en gros l'essentiel. Alors, j'ai une question ici sur à quel écrit, penseur, courant, actuel ou passé, vous référez-vous le plus souvent lorsque vous parlez de l'école? Disons que je dirais finalement c'est sur des auteurs, enfin, de nouveau ceux auxquels je me réfère de manière récente, mais je constate que ce sont les livres que je conseille aux auditeurs de lire, donc le plus spontanément, ce ne sont pas finalement des spécialistes de l'école, des chercheurs qui ont fait toute leur vie, toute leur carrière dans la recherche sur l'éducation. Et il y a deux ouvrages que je recommande, c'est celui de Hartmut Rosa, qui est un sociologue allemand qui a travaillé sur la question de l'accélération, avec l'idée que dans la modernité avancée, c'est ainsi qu'il caractérise notre époque, euh, la société, si vous voulez, est emportée de plus en plus dans un mouvement accru d'accélération, qui en quelque sorte fait en sorte que on perd la maîtrise collective sur l'évolution historique de notre société. Et qu'en quelque sorte, on rentre, mais je caricature un peu sa pensée, évidemment, qui est développée dans un livre assez gros, mais très lisible, qu'en quelque sorte, on est dans un système dont personne n'a vraiment la maîtrise et où nous sommes tous soumis à ce processus d'accélération. Il prend d'ailleurs l'image très intéressante de la pente qui s'éboule, de la personne qui est sur une pente qui s'éboule et qui, de ce fait-là, pour garder l'équilibre, est obligé toujours de regarder devant ses pieds plutôt que de regarder l'horizon, ce qui était un peu la caractéristique de l'époque moderne où on avait en tous les cas l'utopie, la volonté de planifier en quelque sorte politiquement l'histoire et l'évolution de la société. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous a aidé, notamment dans la préparation du colloque du GIRCEF, qui nous a aidé à penser la place de l'école dans la société, même si dans son livre il parle très peu d'école. L'autre bouquin, c'est un bouquin d'un philosophe français qui s'appelle Jacques Rancière et dont le titre est très radical, c'est Le Maître ignorant, et qui en quelque sorte relate l'expérience d'un Français qui a dû être réfugié en Belgique aux alentours du début du 19e siècle et qui s'est réfugié à l'Université catholique de Louvain, qui là a professé, était lecteur de français et qui a été confronté en quelque sorte à des élèves flamands qui ne connaissaient pas le français mais voulaient suivre son cours, et lui qui ne pouvait pas les aider leur a mis dans les mains un des rares bouquins où on pouvait lire simultanément la version française et la version flamande d'un ouvrage, et qui leur a dit voilà, vous allez apprendre le français de cette manière, vous allez régulièrement me faire des rapports en français sur ce que vous aurez compris du livre, et je serai là simplement pour maintenir en quelque sorte votre volonté d'apprendre et pas à vous guider sur un chemin que j'aurais déjà tracé. Et à partir de cette expérience, en quelque sorte, il a développé une réflexion radicale sur le passage, je dirais, d'un maître guide à un maître accompagnateur. Voilà, donc, et je dirais que donc pour l'instant, je suis assez intéressé par toutes des auteurs, disons, de réflexion plus philosophiques ou macro-sociologiques, du genre Edgar Morin, le philosophe français, etc. Et voilà, donc dont je ne partage pas nécessairement toutes les idées, mais enfin qui me nourrissent parce qu'ils ont une vision large, et que c'est un peu ça pour l'instant qui nourrit ma réflexion. Moi qui étais pendant très longtemps, je dirais enfermé entre guillemets dans une réflexion à l'intérieur du secteur de l'éducation. Je prends alors une question: quels sont les principes essentiels qui, selon vous, devraient fonder notre école? Mais moi, je me réfère à un texte que j'ai en partie coécrit dans le cadre d'un mouvement citoyen relativement nouveau qui s'appelle Tout autre chose. Et ce texte, en fait, est un texte d'une seule page qui s'appelle Les balises.
sont les balises du mouvement tout autre chose. Ce sont donc 10 adjectifs qui qualifient la société à laquelle on aspire. Alors ce sont des adjectifs qui peut-être pourraient apparaître très consensuels, du genre démocratique, égalitaire, émancipatrice, coopérative, solidaire, écologique, etc. Un peu moins classique, le qualificatif réjouissante. Mais même si on prend un adjectif classique comme égalitaire, le petit texte, le court texte, le petit paragraphe qui est accolé à l'adjectif montre quand même le degré d'exigence de la réflexion, puisque par exemple pour égalitaire, on dit il ne s'agit pas simplement d'égaliser les chances d'accès aux places convoitées et rares, mais de faire en sorte que les écarts de reconnaissance, de pouvoir et même de rémunération entre des gens occupant des fonctions différentes dans la société soient beaucoup plus réduits qu'actuellement. Donc voilà, et donc moi c'est aussi quelque chose qui me nourrit et auquel je me réfère quand j'essaye de dire quelles devraient être les caractéristiques d'une école idéale, on va dire, pour qu'elle contribue à cette société égalitaire, émancipatrice, etc. Quels sont les 3 éléments que vous souhaiteriez pouvoir modifier par rapport à l'école telle qu'elle existe actuellement en Belgique francophone? Ben là, je dirais qu'il y a plus que 3 éléments, mais je vais en prendre 3. Et donc, le premier, je dirais, je l'ai déjà évoqué un peu, c'est l'idée du cursus. Hein. Donc, en fait, cette idée de mettre en parallèle un cursus commun et un cursus individualisé. Et je vais l'expliquer un peu pourquoi un cursus individualisé, je l'ai dit tantôt, dès le début de l'école primaire, voire même un peu avant. C'est parce que, si vous voulez, il me semble que, d'une part, il y a lieu de soutenir la motivation des élèves, et que, sans doute, des activités qu'ils choisiraient dans le cadre d'un menu, évidemment, il ne s'agirait pas de faire n'importe quoi, mais dans le cadre d'un menu, donc de poser un choix positif par rapport à un contenu pourrait être un élément moteur pour une motivation. L'autre réflexion, c'est que, notamment par rapport aux connaissances que l'on a, qui sont maintenant hyper abondantes et dont on voit beaucoup plus qu'avant la fragilité, puisque toute connaissance est potentiellement peut potentiellement être remise en question, c'est l'idée que, quelque part, au nom de quoi, en quelque sorte, irions-nous isoler des connaissances que l'on estimerait à ce point indispensables pour elles-mêmes ou pour les compétences qu'elles permettent d'acquérir, pour les imposer à tous? Est-ce que, par exemple, l'accès, si vous voulez, à la pensée formalisée, à la rigueur de l'analyse, elle doit se faire nécessairement par les maths? Je n'en suis pas sûr. Donc c'est sûr qu'il faut permettre aux élèves d'acquérir ces compétences. Est-ce qu'il faut le faire par les mathématiques? Est-ce que pour certains élèves, d'autres parcours ne permettraient pas de le faire? Point d'interrogation, il me semble que si. Donc voilà, et puis aussi, si vous voulez, c'est l'idée que ce cursus individualisé pourrait intégrer une partie de ce qu'il y a actuellement dans l'extrascolaire, et on sait combien dans l'extrascolaire il y a des inégalités importantes, puisque c'est les parents qui les choisissent, et que, évidemment, tous les parents n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes connaissances et les mêmes aussi choses qu'ils valorisent. Voilà. Donc, et par contre, alors le cursus commun, pourquoi le prolonger au-delà de 14, 15, voire même 16 ans? Parce qu'il y a, à mon avis, un certain nombre de compétences à ce point complexes qu'il y a besoin de les exercer, de les pratiquer au-delà de cet âge que l'on a actuellement, et que je pense qu'il faut maintenir des espaces de confrontation entre des élèves suivant des parcours différents. Et que donc, moi, je verrais très bien, si vous voulez, qu'on puisse, dans le cursus commun, mettre ensemble des enfants qui suivent actuellement des filières professionnelles, techniques et générales, et même, de manière un peu provocante, j'ai dit que le cursus commun, qui évidemment à ce moment-là serait relativement réduit en temps, entre 18 et 22 ans, pourrait mettre ensemble des chômeurs, des travailleurs et des gens qui suivent l'université et les hautes écoles.
voilà, cursus. Moi, je trouve aussi, deuxième chose, développer des classes verticales. Euh, sur 2, 3 ans, ou voire plus. Parfois aussi, pour certaines matières, pourquoi ne pas imaginer mélanger des jeunes et des adultes. Donc cette idée vraiment de mettre ensemble des enfants, des enfants ou des jeunes qui ne sont pas au même niveau d'apprentissage et qui peuvent donc construire un processus d'apprentissage coopératif où chacun peut se valoriser. Et puis, troisième élément, mais la mixité. Hein, la mixité, enfin, je l'ai déjà un petit peu évoqué à travers mes exemples de 18-22 ans, de cursus commun. Il me semble que c'est vraiment indispensable si on veut vraiment développer des compétences, des valeurs indispensables au vivre ensemble, de confronter entre eux de manière positive, de pouvoir expérimenter, disons, une confrontation positive à d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, qui ne viennent pas de la même origine et qui n'ont pas les mêmes projets que moi. Quel conseil donneriez-vous à un enseignant qui débute sa carrière? Mais moi je dirais, euh, il me semble que le premier principe, c'est vraiment, et ce n'est pas simple, hein, c'est vraiment d'éviter que l'élève sorte du système éducatif avec comme apprentissage principal, le plus profondément ancré en lui, le fait qu'il n'est pas intelligent et pas capable. Et je crois que une des choses que l'école malheureusement apprend le mieux aux élèves, inculque le mieux à certains élèves, c'est le fait qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils ne sont pas capables. Et je trouve ça dramatique. Et que donc l'enseignant, à mon avis, c'est d'abord ça qu'il doit avoir comme guide premier avant toute autre chose, je trouve. C'est vraiment absolument veiller à ne pas stigmatiser un élève qui peine, qui est un peu en retard en lecture, qui peine sur un problème, etc. Quelle est la question qu'on ne vous pose quasiment jamais, que vous aimeriez qu'on vous pose plus souvent à propos de l'école? Bref, allez, si je vais dire euh, euh, pourquoi vous êtes-vous lancé à côté de mon activité de recherche, dans une activité plus militante, connectée à mon domaine de recherche, donc qui est l'idée d'une toute autre école, qui est une action donc, qu'on développe à l'intérieur du mouvement Toute autre chose, et qui vise en quelque sorte à inciter des citoyens à donner leur avis et à se mobiliser pour réclamer non pas une petite réforme de plus, mais un changement radical d'école. Euh, voilà, donc je dis parfois par boutade qu'il y a 3 piliers dans le travail universitaire, l'enseignement, la recherche et le service à la société. Et un peu taquin, je demande, tiens, est-ce que militer au sein de toute autre chose pour une toute autre école, est-ce que c'est compris comme un service à la société? Est-ce que le service à la société, c'est simplement faire des spin-offs ou conseiller des princes? Ou bien inciter les citoyens à se mobiliser dans un sens qui est marqué politiquement. Enfin, quand je dis politiquement, pas lié à un parti, mais lié avec un grand P. Moi, personnellement, je crois que euh, c'est une partie de la mission des intellectuels, c'est-à-dire, enfin, je veux dire, c'est une partie de la mission des chercheurs qui trop souvent ne se comportent pas assez en intellectuels, c'est-à-dire des gens qui osent sortir de leur champ strict de compétences, de dire des choses évidemment les plus pertinentes possibles sur des enjeux cruciaux de notre temps. Et je pense que ça peut donc aller jusqu'à une prise de risque, je dirais, dans un engagement militant de ce type. Mais sans doute que tous mes collègues ne partageraient pas mon point de vue. Et donc on arrive, il n'y reste plus que 35 secondes. Et ça m'arrange bien d'une certaine manière, puisque la question qui suit est une question piège. Quels sont les 3 éléments essentiels que vous souhaiteriez voir maintenir par rapport à l'école telle qu'elle existe actuellement? En Belgique francophone, il me reste encore 22 secondes. J'aurais souhaité qu'il ne m'en reste plus que 20, 19, c'est maintenant 18. Et effectivement, donc j'ai vraiment pour moi du mal à dire quels sont les éléments essentiels.
parce que je pense qu'il y a lieu, si vous voulez, de vraiment rebattre les cartes. Et sans doute qu'il y a des éléments à garder, mais il y en a tellement à changer.